Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous conduisez cette liste intitulée Renaissance. C'est la liste d'Emmanuel Macron. Je dis la liste d'Emmanuel Macron parce qu'il est si présent que ça ne vous gêne pas d'ailleurs qu'on dise, qu'on le voit sur les affiches, qu'on l'entende, qu'on le voit dans les journaux, dans les quotidiens. Je vais y revenir d'ailleurs sur le fond. Ça vous gêne pas de passer au second plan là? Vous plaisantez, c'est une non, fierté. Je plaisante pas, non. C'est une fierté. C'est une fierté d'avoir le soutien du président de la République. Et c'est une liste large, beaucoup plus large que la République en marche, qui soutient l'action du président de la République en France et en Europe. C'est parfaitement cohérent. Bien, je vais y revenir. Je voudrais... Vous êtes catholique et pratiquante, hein, oui. Nathalie Loiseau. Je voudrais revenir sur la décision de la Cour d'appel de Paris concernant Vincent Lambert. Qu'en pensez-vous? Comment regardez-vous cette affaire? Mais qui suis-je pour juger? Ouais. C'est une affaire... C'est pas une affaire d'abord. Oui. C'est un drame familial. C'est un drame familial. C'est un drame familial qui déchire une famille. C'est du registre de l'intime. La loi Je parle... trouve indécent de se livrer à la moindre récupération politicienne sur une tragédie familiale. Donc vous ne me ferez dire aucun commentaire sur ce qui arrive à Vincent Lambert et à sa famille. Je ne suis pas juge. Je ne vais pas vous demander de juger, médecin, effectivement. Et donc mais je vais vous rien demander deux choses. Lorsque vous dites c'est une récupération politique, vous pensez à qui? Aux hommes et aux femmes politiques qui s'arrogent le droit d'intervenir dans une tragédie familiale où la famille est déchirée. J'ai entendu M. Bellamy dire qu'il fallait que le président de la République se mêle du destin de Vincent Lambert. De quoi se mêle M. Bellamy? Je trouve ça choquant. La loi parle d'obstination déraisonnable. Elle est juste, cette loi? Est-ce qu'il faut aller plus loin? J'oublie le cas de Vincent Lambert, vous l'avez remarqué. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Obstination déraisonnable, c'est la loi Claes-Leonetti. Absolument. Est-ce qu'elle est suffisante à vos yeux? Il me semble que la loi Claes-Leonetti est une loi équilibrée, suffisante, qui touche à des questions délicates, qui touche de manière sensée, et de mon point de vue, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Donc elle est suffisante. Ouais. C'est très clair. Je vous dis ça parce qu'il y a débat. Bien sûr. Hein, et notamment débat de la part de ceux qui voudraient aller plus loin. C'est leur droit. Donc vous dites, on arrête là. Ça n'est pas ma conviction. Oui. Bien, il faut protéger la vie du début à la fin naturelle. C'est ce que dit le pape François. Vous êtes d'accord avec lui? Ce que dit le pape François, c'est protéger les vies humaines. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, protéger les vies humaines, s'assurer de la décence des vies humaines, c'est une vraie préoccupation pour les politiques. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels je suis attentive. C'est les sujets des droits des femmes. Je suis choquée qu'aujourd'hui, en Europe, le droit à l'IVG soit questionné. Remis en question? Il est remis en question? Il y a en Pologne aujourd'hui des tentatives pour le restreindre encore davantage. Et il y a un pays qui ne reconnaît pas l'IVG, c'est Malte. Et il y a un pays qui ne reconnaît pas du tout l'IVG, c'est Malte, sous des prétextes religieux, et pour moi c'est de la religion de Tartuffe. Parce que quand vous ne reconnaissez pas l'IVG, vous savez qu'elle est pratiquée dans des conditions clandestines qui peuvent être dangereuse pour les femmes, et vous savez que celles qui ont les moyens vont à l'étranger. Alors cette tartufferie, pardonnez-moi, mais c'est très loin de la religion. Ce qui se passe aux États-Unis vous inquiète? Bien sûr. L'Alabama, bien sûr. La Géorgie, et d'autres États encore. C'est la preuve qui limitent l'accès à l'IVG ou qui l'interdit même. Ou qui l'interdisent. Vous avez aujourd'hui des femmes qui sont obligées de se faire protéger pour pouvoir avoir recours à une IVG, comme si avoir recours à une IVG était une situation de confort, comme si des femmes faisaient ça par plaisir. C'est la preuve que les droits des femmes ne sont jamais totalement acquis, qu'il faut y veiller de très près. C'est ce que je ferai en tant que parlementaire européenne, avec ceux qui m'accompagneront au Parlement européen, veiller à ce que les droits des femmes non seulement soient préservés,
mais promu partout dans l'Union européenne. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de repartir en arrière, comme certains voudraient le faire, en particulier à l'extrême droite. Vous avez aujourd'hui des manuels scolaires dans certains pays de l'Est de l'Europe qui disent que les femmes sont complémentaires des hommes. Vous avez en Espagne l'extrême droite de Vox, les alliés de Madame Le Pen, qui disent qu'on a trop lutté contre les violences domestiques. Des alliés aussi de Ciudadanos, les centristes que vous soutenez en Espagne. Il y a une grande différence. Oui, c'est que Ciudadanos... mais enfin bon. Ah non, Madame Le Pen a choisi de s'allier avec Vox, de s'afficher avec Vox, avec des gens qui aujourd'hui... Au Parlement européen, vous serez avec Ciudadanos ? Nous serons avec Ciudadanos, qui n'est plus allié avec Vox, qui ne gouverne pas avec Vox en Andalousie. Bon. Enfin, C'était une condition de notre alliance. Bon. Donc, votez contre Macron. Votez contre Macron. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que le Rassemblement national et la France insoumise nous disent l'élection européenne, c'est un vote contre Macron. Ouais. C'est un slogan, c'est un rapprochement pour vous. C'est surtout la preuve qu'ils n'ont pas de projet. C'est surtout la preuve qu'ils n'ont aucun intérêt à défendre les intérêts des Français. Voter contre Macron, c'est voter contre la transformation de la France. C'est voter contre les réformes dans ce pays. C'est tout ce qu'ils ont en tête, défendre les intérêts des Français dans l'Union européenne. Alors c'est vrai que ça fait 5 ans que le Rassemblement national est puissant au Parlement européen. 24 députés en 2014, le premier parti français représenté. C'est vrai qu'ils n'ont aucun bilan. Ça ne m'étonne pas qu'ils n'aient aucun projet. Oui, mais Nathalie Loiseau, d'accord. Enfin, Emmanuel Macron l'a bien voulu, ce face-à-face. Et tout concentré sur sa personne. D'abord, il est très présent, il se met en avant, il défend l'Europe, il le dit. Bon... Mais il défend sa politique aussi à travers la défense de l'Europe. On est bien d'accord, Nathalie Loiseau. Il défend aussi sa politique française. Emmanuel Macron a été Donc il est élu, en première ligne. Bien sûr. N'est-ce pas logique que ses adversaires disent c'est pour ou contre Macron ? Attendez. Mettez-vous à leur place. Attendez. En septembre 2018, oui. il y a quand même quelques mois de ça, Jean-Luc Mélenchon a parlé des élections européennes en disant « Nous en ferons un référendum anti-Macron ». C'est l'opposition qui s'est placée dans cette posture stérile qui consiste à dire les intérêts des Français, les défis à relever, le réchauffement climatique, la transition numérique, le défi migratoire, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. On jette ça par les fenêtres, on s'en fiche complètement, on a une obsession, faire un 3e tour de l'élection présidentielle. Mais ce sont des perdants aigris. Mais Emmanuel Macron a saisi la balle au bon. Et le Rassemblement national dit la même chose. Marine Le Pen ne cesse de le répéter. Emmanuel Macron a repris l'idée populiste progressiste. Mais c'est pas une idée. Progressiste populiste. Mais Jean-Jacques, c'est pas une idée, c'est une réalité. C'est une conviction. Mais c'est même pas une conviction. C'est qu'il faut sauver l'Europe. C'est qu'il faut sauver l'Europe. Jamais l'Europe n'a été aussi menacée. Mais les 2/3 des élus du Parlement européen seront pro-européens après les élections, vous le savez bien. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Parce que vous croyez les sondages ? Parce que vous ne voyez pas, vous, les sondages ? Vous ne voyez pas monter partout des nationalistes d'extrême droite qui se disent nationalistes, mais dont on voit qu'ils sont prêts à se vendre à Poutine. Regardez ce qui s'est passé en Autriche, ce scandale monumental. Les alliés de Madame Le Pen qui sont prêts à vendre leur pays à la Russie. Regardez la danse de Madame Le Pen et de son parti avec Monsieur Bannon. L'Europe est menacée par des gens qui sont en connivence avec des pays qui veulent atomiser l'Europe. Vous n'avez aucune preuve de ces connivences. Comment ça, je n'ai aucune preuve ? Mais quelle preuve avez-vous que la Russie influe sur la campagne des élections européennes ? Le numéro 3 de la liste de M. Bardella, Thierry Mariani. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Mariani ? Monsieur Mariani, il va à peu près tous les mois, non seulement en Russie. Il a le droit, là. Il va en Crimée, occupée par la Russie, illégalement, pour rencontrer M. Poutine. Illégalement, même s'il y a eu un vote des habitants de Crimée qui était largement favorable au rattachement à la Russie, vous le savez. Vous savez, un vote sous occupation militaire, c'est un vote qui n'a pas de valeur, on est d'accord. D'accord.
Je ne vais pas entrer dans ce débat sur la Crimée. Allez-y, Nathalie Loiseau. Madame Le Pen, dont le parti vote en général, soit il n'est pas présent au Parlement européen, soit il vote contre tous les progrès au Parlement européen. Il y a un vote où le Rassemblement national était présent. C'était voter contre les sanctions pour la Russie. Il y a quand même un alignement de positions qui ne peut être que troublant. Et en même temps, parce que Madame Le Pen est la championne du « en même temps », le Rassemblement national flirte avec Steve Bannon. Oui. Steve Bannon qui vient à Paris, dans une suite du Bristol, et qui explique... Il a le droit. Il a gagné beaucoup d'argent, il était banquier, il a le droit. Il a le droit. Madame Le Pen nous dit... Oh, j'étais même pas au courant qu'il était à Paris, tiens. 2 proches conseillers de Madame Le Pen étaient avec Monsieur Bannon au Bristol. Madame Le Pen nous ment. Qu'est-ce que nous cache Madame Le Pen? Elle nous dit, je ne savais même pas qu'il était à Paris. Lui dit, interview après interview, c'est mon ami, je veux l'aider. Elle est au courant de rien. Ses 2 proches conseillers sont dans la suite de Monsieur Bannon au Bristol. Madame Le Pen doit nous expliquer pourquoi elle nous ment. Alors pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas associé à cette demande de commission d'enquête parlementaire sur les liens entre M. Bannon et le Rassemblement national? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas parlementaire national. Non, mais d'accord. J'ai un plein respect. Personne à La République En Marche ne s'est associé à cela. J'ai un plein respect pour la séparation des pouvoirs. Bon. Si quelqu'un à La République En Marche, ou dans un autre parti, veut une commission d'enquête parlementaire, il est bien assez grand pour la demander, il n'a pas besoin de moi. Bien, avec qui allez-vous siéger au Parlement européen? Nous allons fonder un nouveau groupe. Qui sera central, qui sera au centre du Parlement européen, dans lequel nous aspirons à avoir une centaine de députés. Un groupe fourre-tout, quoi. C'est pas un groupe fourre-tout, c'est un groupe de progressistes. Des socialistes? Non. Non, aucun socialiste. Il y a, sur notre liste, déjà, vous avez un socialiste italien. Oui. Et une partie du... Vous l'avez d'ailleurs reçu. Oui, tout à fait. Et une partie du Parti démocrate italien aspire à nous rejoindre. C'est une bonne nouvelle. Bon. Nous allons avoir des centristes de gauche, de droite, des progressistes, des gens qui ont en commun d'être convaincus. Des Verts, Pascal Durand, Pascal Canfin. Non, mais d'accord, sur votre liste, mais bien sinon, sûr. Des Verts, je sais pas, allemands par exemple. Il y a un groupe des Verts. Nous allons travailler avec d'autres groupes, mais le groupe que nous formons, c'est un groupe central, progressiste, démocrate, qui sera attentif à l'état de droit dans l'Union européenne. Des Européens convaincus, mais qui veulent aussi faire bouger les choses. Ça veut dire une centaine de députés, ça veut dire qu'il n'y aura pas de majorité sans nous. Bien, le Parlement européen qui continuera à siéger à Strasbourg, on est bien d'accord? Écoutez, moi je m'y suis engagé, le président s'y est engagé, les alliés de M. Bellamy sont favorables à ce que le Parlement européen soit à Bruxelles et pas à Strasbourg. M. Bellamy arrivera-t-il à peser avec des républicains pas très nombreux dans un groupe dominé par l'Allemagne de la CDU, je ne sais pas. Vérification des propos pendant les débats en direct, ça. C'est un dispositif anti-fausse nouvelle, en quelque sorte, Nathalie Loiseau. Alors, vous avez une proposition, j'ai vu, 10 000 gardes européens aux frontières, c'est cela? Oui. Vous faites cette proposition? Bien sûr. Vous savez qu'elle est déjà votée? Oui, pour 2027. Et c'est beaucoup trop tard. Comment pour 2027? Oui, le Parlement européen a approuvé décidé... le 17 avril 2019. Avec... pour 2027. Pour 2027, et c'est beaucoup trop tard. Et c'est beaucoup trop tard. Remettre la proposition sur le tapis en disant que c'est 2021. C'est ce qu'avait... 2021, vous demandez. Ce qu'avait proposé Jean-Claude Juncker. Si la Commission est capable d'être prête en 2021, pourquoi attendre 2027 alors que nous savons que nous avons besoin de renforcer le contrôle de nos frontières extérieures? Ça n'a aucun sens. C'est une manière de dire aujourd'hui il fait beau, ne nous préparons pas en cas de pluie. Et je rappelle une chose, le contrôle des frontières extérieures, c'est pas seulement contre l'immigration illégale, c'est contre le terrorisme, c'est contre la criminalité organisée. Moi, je n'ai pas envie qu'on attende 2027 pour être en capacité d'avoir un contrôle sérieux. Que se passe-t-il avec Madame Merkel, franchement, Nathalie Loiseau? Vous la connaissez, vous étiez secrétaire d'État aux affaires européennes, ministre même aux affaires... C'était ministre ou secrétaire d'État? Ministre, pardon. Ministre aux affaires européennes. Que se passe-t-il avec Angela Merkel? Il se passe qu'Angela Merkel quitte bientôt le pouvoir, qu'elle est à la tête... Elle dit ce qu'elle pense, quoi. Je pense surtout qu'elle est à la tête d'un gouvernement de coalition,
que c'est compliqué. La situation politique depuis la dernière élection en Allemagne est difficile, en particulier pour le parti qu'elle dirigeait, et que Madame Merkel aujourd'hui est dans un rythme politique qui est trop lent par rapport aux défis européens. C'est ça qui se passe. Alors on fait beaucoup de choses. Donc Emmanuel Macron veut aller plus vite, elle ne suit pas. Et Madame Merkel est très critiquée en Allemagne. Donc elle ne suit pas. Elle suit sur les batteries électriques, et c'est tant mieux. Elle suit sur l'avion de combat franco-allemand, elle suit sur le char de combat franco-allemand, et sur quoi elle ne suit pas mieux. Et sur quoi elle ne suit pas? Sur le budget de la zone euro, elle a dit oui. Oui. Et tout le monde nous avait dit qu'elle dirait non, mais elle ne va pas assez loin. Elle nous dit, faisons un budget pour investir davantage, c'est vrai, c'est nécessaire. Faisons un budget pour converger, c'est nécessaire aussi. Mais elle nous dit, un budget pour stabiliser un pays en cas de crise, ne le faisons pas. Alors on n'aura rien appris de la crise grecque. On n'aura rien vu d'un pays qui est aujourd'hui le plus sceptique par rapport à l'Union européenne, parce que la crise financière en Grèce s'est traduite par une crise sociale invraisemblable. Et on se voile la face, on ferme les yeux et on dit on attend la prochaine crise pour prendre de nouvelles mesures. Je suis désolée, ça n'est pas responsable. Bien, comment ça se passe? C'est difficile, hein, cette campagne électorale, non, Nathalie? Je vous sens fatigué. Quand c'est intéressant... Je vous sens un peu fatigué. J'ai une voix fatiguée parce que je me suis couché très tard. Voix, mais avec tous ces débats de tous les côtés... Il y a beaucoup de débats, oui. Écoutez, la démocratie, c'est le débat. Donc je ne vais pas me plaindre qu'il y ait des débats. Bon, mais on a dit beaucoup de choses vous concernant. Oui. D'abord, le grand public vous a découvert un peu, Nathalie Loiseau. Vous regrettez, par exemple, votre déclaration de candidature un peu théâtrale? Je regarde jamais en arrière. Jamais? Le rétroviseur, ça n'a... Vous n'avez aucun regret? Aucun regret? La campagne s'achève, aucun regret? Jean-Jacques Bourdin, un regret. Allez-y. Un regret. Alors, lequel? C'est qu'on accorde autant d'importance à la forme et qu'on s'intéresse aussi peu au fond. On a l'impression, à lire certains commentaires de presse, que nous sommes en train de préparer l'Eurovision. Alors je vais vous faire un aveu. Mais j'espère que pour vous, vous obtiendrez un meilleur résultat que la France. Je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas Bilal Hassani. Je ne suis pas faite pour des grands shows à paillettes. C'est sûr. Est-ce que c'est ça l'élection européenne? Est-ce que c'est ça défendre les intérêts des Français? Est-ce qu'il ne faut pas de la ténacité, je crois que j'ai montré que j'en avais, du courage, l'envie de défendre les Français et l'envie d'aller au Parlement européen, ne rien lâcher, se battre pour que la France retrouve sa voix et son poids en Europe. C'est ça mon projet. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a ni voix ni poids en Europe. Au Parlement européen, non, je ne parle même pas du Parlement européen. Il n'y a pas que le Parlement européen. Je parle de l'Europe en général, de toutes les institutions européennes. Écoutez, au Conseil, il y a un leader en Europe. Il n'y en a pas deux, il y en a un, c'est Emmanuel Macron. Celui qui a une vision, celui qui fait des propositions et celui qui, dans son pays, a une majorité pour le soutenir, il n'y en a pas deux. Il y en a un seul, c'est Emmanuel Macron. Au Parlement européen, il n'avait pas de troupes. Au Parlement européen, la France était discréditée par 24 députés d'extrême droite qui soit n'ont rien fait, soit ont voté contre tous les intérêts des Français, contre la lutte contre le terrorisme, contre la lutte contre la désindustrialisation. On a besoin d'être présent, déterminé et de s'intéresser à l'Europe et aux Français. On a besoin de poids. La France a besoin de poids en Europe, dans les institutions européennes, au Parlement européen, mais pas qu'au Parlement européen, dans toutes les institutions. Est-ce que Michel Barnier est le candidat idéal pour être président de la Commission européenne? Mais je ne sais même pas s'il est candidat. Non, mais d'accord. Non, mais attendez. Non, mais s'il est candidat, est-ce que vous le soutenez? Mais moi, je parle jamais. Vous le soutenez? Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, je soutiendrai un candidat ou une candidate qui soit un Européen convaincu. Il l'est. Qui ait un programme qui correspond à nos attentes. Il peut l'être. Je ne sais pas qui est candidat. Non, dites-moi. S'il est candidat, est-ce que c'est un bon candidat? Mais je n'en sais rien. Parce qu'il a dit qu'il était... Loiseau, vous êtes très prudente là. Je n'en sais rien. Bon. Il n'a pas dit qu'il était candidat parce que si et il n'a pas donné de programme. C'est dommage parce que si la France avait un candidat, ça serait pas mal, non? À la présidence de la Commission européenne. La question n'est pas de savoir si c'est un Français ou quelqu'un d'une autre nationalité. Donc vous ne soutenez pas un Français, quoi. La question c'est de savoir quel projet il porte et si ce projet il répond aux défis et aux attentes des Français. Et s'il est capable de répondre à l'urgence climatique beaucoup mieux que ça n'a été fait. Peu importe. Mais bien sûr, ce qu'il faut que ce soit un Européen convaincu, dommage, démocrate,
ça ne nuit pas d'être français. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, ça dépend. Je regarderai qui est candidat. Oui. Qui défend la liberté, qui défend le progrès et qui veut une Europe qui protège. Pour le moment, vous ne pourriez pas soutenir Michel Barnier. Donc. Je n'ai pas dit ça. Ah bon? Je dis qu'il n'était pas candidat et que je ne connais pas son programme. Bien, merci Nathalie Loiseau. Il est 8h54, RMC et BFM TV.